Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va essayer de comprendre un petit peu les structures cachées de la personnalité. Donc c'est un sujet fondamental en psychologie, c'est ce qu'on appelle les structures psychiques. C'est un thème dense qui peut parfois être intimidant, mais il est central pour comprendre comment fonctionne l'être humain, pourquoi nous souffrons, pourquoi nous répétons certaines situations, et pourquoi notre personnalité n'est jamais aussi simple qu'on aimerait le croire. Avant d'entrer dans le détail, il est essentiel de poser un cadre, parce que sans cadre, on se perd très vite dans des concepts flous, des interprétations approximatives ou des raccourcis dangereux. Donc quand on parle de structure psychique, on ne parle pas de traits de caractère ni de personnalité figée. On parle d'une organisation interne, d'un système dynamique conflictuel en tension permanente. Alors, qu'est-ce que on appelle les structures psychiques? Donc la psychanalyse, notamment avec Freud, nous a proposé un système fondamental pour penser cette organisation interne. Un modèle simple en apparence, mais d'une richesse immense. Le ça, le moi et le surmoi. Alors le ça d'abord. C'est la partie la plus archaïque de notre psychisme. C'est le siège des pulsions, des instincts, du désir brut. Le ça ne connaît ni la morale, ni la logique, ni le temps. Il cherche la satisfaction immédiate, sans compromis. Et surtout, il est totalement inconscient. Ensuite, on a le moi. Le moi, c'est une instance de médiation. Il est pris entre les exigences du ça, les contraintes de la réalité extérieure et les interdits du surmoi. Son rôle, c'est un petit peu de négocier, de trouver des compromis, de maintenir un équilibre viable. C'est le moi qui nous permet de fonctionner dans le monde réel. Et enfin, on a le surmoi. Le surmoi, c'est l'intériorisation des interdits parentaux, sociaux et culturels. C'est lui qui va porter les idéaux, les normes, les exigences morales. Il est à l'origine de la culpabilité, de la honte, mais aussi de l'idéal du moi, ce que nous aimerions être. Donc l'idée clé ici, c'est que la personnalité, c'est pas une unité naturelle, c'est un système de tensions, de forces contradictoires qui vont coexister en permanence. Alors l'inconscient. Donc on parle souvent de l'inconscient comme d'un réservoir du passé, mais cette vision, elle est très réductrice. Il faut d'abord comprendre l'inconscient comme dynamique. L'inconscient dynamique, ce sont des contenus refoulés, désirs inacceptables, des conflits non résolus, des émotions trop menaçantes pour le moi. Ces contenus ne disparaissent pas, ils continuent d'agir, mais autrement. Alors comment ils s'expriment? Eh bien par les rêves d'abord. Les rêves sont une mise en scène déguisée des désirs inconscients. Par les actes manqués également, des lapsus, des oublis, des erreurs apparemment anodines. Et aussi par les symptômes, une anxiété, une phobie, une compulsion, une inhibition et surtout par les répétitions dans les relations. Nous rejouons sans cesse des scénarios anciens, souvent sans en avoir conscience. Donc l'idée à retenir, c'est que l'inconscient n'est pas le passé, c'est ce qui agit encore dans le présent. Alors comment l'enfant construit son moi? Eh bien c'est ici que se joue un petit peu le cœur du sujet. Parce que contrairement à ce qu'on imagine souvent, le bébé il n'a pas de moi au départ. Il n'a pas de frontière claire entre lui et le monde. Il vit dans une forme de fusion avec la mère et la figure d'attachement. La construction du moi est un processus long, progressif, conflictuel, et on peut repérer plusieurs étapes clés. Le stade oral d'abord. Il est lié à la sécurité, à la dépendance, à la satisfaction des besoins primaires. C'est à ce moment-là que se construit le sentiment de base. Le monde est-il fiable ou non? Puis vient le stade anal. C'est le stade du contrôle, de l'autonomie, de la maîtrise. L'enfant découvre qu'il peut dire non, qu'il peut retenir ou donner. Et c'est là que vont se jouer les premières luttes de pouvoir. Ensuite, on a le stade phallique. Il est lié à l'identité, à la rivalité, à la découverte de la différence des sexes, mais surtout à la loi. C'est ici qu'intervient le complexe d'Oedipe. L'enfant est confronté à un interdit fondamental. Tout n'est pas possible, tout n'est pas permis. L'intégration de cet interdit est structurante. Elle permet l'émergence du surmoi et la consolidation du moi. Donc le moi ne se construit donc pas dans le confort, mais dans la frustration, par réponse de l'autre et par la limite. Un enfant à qui on ne pose aucune limite ne construit pas un moi fort, mais un moi fragile. Alors, on a bien entendu des mécanismes de défense. C'est comme ça que le moi va survivre, puisqu'il est constamment exposé à l'angoisse. Tous les mécanismes de défense. Ils ont une fonction vitale, protéger le moi et maintenir une cohérence psychique. Parmi les plus importants, on a le refoulement, qui est mettre hors conscience un contenu trop menaçant. Le déni, refuser de reconnaître une réalité pourtant évidente. La projection, attribuer à l'autre ce que l'on ne supporte pas en soi. La rationalisation, donner des raisons logiques à des choix dictés par l'émotion. Le clivage, séparer le bon et le mauvais pour éviter l'ambivalence, et enfin la sublimation, qui est transformer une pulsion en activité socialement valorisée.
Le point fondamental, c'est que les mécanismes de défense ne sont pas pathologiques en soi. Ils deviennent problématiques lorsqu'ils sont rigides, exclusifs et empêchent toute évolution. Donc selon l'histoire de chacun, la personnalité peut être plus ou moins intégrée. Dans une personnalité fragmentée, on va observer des conflits internes non intégrés, des parts de soi contradictoires qui s'ignorent ou s'opposent, des phénomènes de dissociation légers ou plus sévères. La personne peut avoir l'impression de ne pas se reconnaître, de changer radicalement selon les contextes. Et à l'inverse, une personnalité unifiée n'est pas une personnalité sans conflit. C'est une personnalité capable de tolérer l'ambivalence, de reconnaître des désirs contradictoires sans se désorganiser et de maintenir une continuité du sentiment d'identité. Winnicott parlait du vrai self et du faux self. Jung, lui, évoquait l'intégration de l'ombre. Accepter les parts refoulées de soi plutôt que les projeter sur le monde. Alors, l'unification psychique, elle n'est pas donnée une fois pour toutes. C'est un processus de maturation. Ce qui unifie la personnalité, ce n'est pas la suppression des conflits, mais la mise en mots, la symbolisation, l'acceptation du manque et la reconnaissance des contradictions et des conflits internes. La thérapie, l'introspection, mais aussi certaines expériences de vie profonde permettent de rendre conscient ce qui était inconscient, de réconcilier les parties opposées et de passer du conflit agi, que l'on répète sans comprendre, au conflit pensé. Et c'est ici que se situe l'idée finale, et peut-être même la plus importante. La santé psychique n'est pas l'absence de conflits, mais la capacité à les contenir sans se fragmenter. On peut donc conclure avec cette phrase: le moi ne n'est pas unifié, il se construit dans la tension, se fragmente dans la défense et ne s'unifie que par la reconnaissance de ses contradictions.